Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Essaie de Christophe Dominici, c'est un génie! Trace la glace, c'est le Bobman! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7ème art. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien et bonjour à toutes et à tous. Alors merci de nous suivre à chaque fois plus nombreux à chaque épisode. On vous en remercie du fond du cœur, ça nous fait plaisir. L'acteur et réalisateur Peter Mullan a déclaré « Le cinéma, c'est comme le foot, un jeu simple, compliqué par des idiots ». Alors si vous en aviez marre du football et que vous vouliez prendre un petit break, on vous recommande d'écouter cet épisode numéro 10 un peu plus tard, car ça va causer ballon rond dans le ciné, quoi. Alors non, ne coupez pas, allez-y. Non. Écoutez-nous, c'est bien. Alors, un numéro 10, d'ailleurs, plein de significations au foot, oui. puisqu'on l'attribue généralement aux inventeurs de gestes, aux ouvreurs d'espace, bref, aux créateurs de jeux, comme Platini, Zizou ou encore Marvin Martin, pour les vrais. Oula, le Marvin. Il va s'agir de créations toutes différentes ici, puisque le sport le plus populaire du monde peut se permettre de brasser tous les styles. Le message transmis trouvera toujours son public. Comme l'essentiel, c'est les 3 points, nous avons chacun choisi, en bon sélectionneur, 3 films différents sur le soccer, comme disent les ricains. On est certain que même les allergiques du sport roi y trouveront leur bonheur. Allez, allons droit au but. Une 2 puis double contact qui casse les chevilles. Et envoyons une mine imparable, pleine lucarne. Et oui, c'est le titre qu'on a donné à ce beau numéro 10. Non, il n'y a rien, là, Jabounou s'est laissé tomber, là, c'est une moquette, dans notre jargon footballistique. Sur notre feuille de match, Fabien, tu nous as choisi un film qu'on a déjà évoqué au Ciné Sporting Club, mais sur lequel on va enfin pouvoir s'attarder. Et oui, enfin, comme tu dis, puisqu'on va parler de Looking for Eric, Oui. voilà, le grand de Ken Loach. Pas d'accent, on le promet ou... Non, on va essayer de se retenir. Alors, film de 2009, déjà. Alors, pour moi, il rentre dans la catégorie premium des films de sport qui peuvent plaire aux réticents de la catégorie, tout en régalant les amateurs. Voilà. C'est clair. Il trahit personne. Alors, Loach, il réalise cet exploit sur un sport qui, même si c'est le plus populaire, c'est aussi le plus clivant. On connaît tous des fans de sport qui détestent le foot. Oui. Alors, avant ce film, Ken Loach, il a déjà effleuré le thème du football dans My Name is Joe, en 1998, où le personnage principal, alors qui s'appelle... Joe, je parle. Ouais, bien sûr. C'est un ancien alcoolique au chômage qui s'occupe d'un club très amateur de Glasgow. Et donc Peter Mullan, qui joue Joe, sera récompensé du prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle quand même. Alors on sent déjà à ce moment-là la fascination de Ken Loach pour l'impact social de ce sport et donc voilà du football. Il prend un angle tout à fait différent et original dans Looking for Eric et donc voilà, l'histoire est bien connue, mais c'est Eric Cantona qui en premier a contacté Ken Loach pour lui faire part de plusieurs idées qu'il avait. Alors lui, il pensait à un film qui parlerait de la relation entre les fans et les stars du foot, puisqu'il a connu tout au long de sa carrière. Et notamment une histoire qui est devenue un doc par la suite, sur un fan de Leeds, donc l'ancien club de Cantona, avant Manchester United. Et ce fan qu'il avait suivi lors de son transfert à Manchester, en s'attirant les foudres de tous ses proches et de sa famille. Voilà. Le traître. Voilà. Donc finalement, le scénario il porte sur Eric, oui, qui s'appelle comme ça, le personnage principal. On parle pas de Cantona. Non, pas de Cantona, qui est un fan de Manchester United et donc de Cantona, et qui voit sa vie qui part en quenouille peu à peu entre dépression et regret. Alors, dans un moment particulièrement sombre, il fume un joint et voit apparaître King Eric Cantona, qui lui donnera moult conseils à base de proverbes poétiques comme il en a le secret. Ça doit être de la bonne. Oui, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en déduire que la morale de Ken Loach, c'est fume de l'herbe, écoute tes hallucinations qui en découlent et reprends ta vie en main. Bon, le raccourci est peut-être un peu exagéré, ouais, peut-être. Mais voilà. Je vous laisse d'ailleurs découvrir la scène où le personnage du fan, donc qui est joué par Steve Evans, voit Cantona qui lui apparaît pour la première fois. Ils avaient gardé la surprise à l'acteur,
qui a vu Kanto se glisser derrière lui au moment du tournage de la scène. Voilà. Ça devait être la belle surprise. Quoi. Il savait en fait, Steve Evans, que Kanto était dans le projet, mais il pensait à la production, tout ça, et il pensait pas le voir arriver comme acteur. Donc la surprise est authentique. Ah là, elle est filmée, elle est authentique. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Cantona et son passage à Manchester peuvent faire l'objet d'un film, je vous donne quelques petites anecdotes comme ça. Donc déjà, élu meilleur joueur de Manchester United au XXe siècle par les fans. D'ailleurs, tu peux encore acheter aujourd'hui le maillot de Kanto en boutique. Le numéro 7. Voilà. Il faut savoir que donc à Old Trafford, le stade de Manchester, il y a un mur de briques où tous les noms des joueurs sont écrits. Le seul qui est écrit en doré, c'est Cantona quand même. C'est classe. Le gars, il a aussi fait chanter la Marseillaise à Old Trafford. Ça aussi, c'est des Anglais, ce qui est quand même pas mal. Et je vous passe toutes les histoires, vous connaissez sûrement déjà. Son coup de karatéka sur un fan adverse qui lui a volé une suspension. Toutes ces envolées lyriques de poètes. Et When puis the aussi seagulls follow the voilà, trail. avec les mouettes. Enfin bon, Comme ils en parlent dans le film, je vous invite à le voir. Donc voilà, donc d'ailleurs le titre du film il donnera la série des documentaires Looking For qui sont sur les grands derbies du football et qui sont présentés par Cantona et qui sont passionnants. Donc vraiment un film à avoir vu dans sa vie. C'est clair. Et d'ailleurs, Looking for Eric, c'est aussi, on en parlait la dernière fois, c'est un film où on peut revoir des scènes, des actions d'Eric Cantona. Il y a pas mal d'archives sympas à voir avec les commentaires du coup des personnages. Quoi. Voilà. Donc on traverse maintenant la Manche pour revenir à notre douce France. Douce, pas tant que ça, vous allez voir. Ah. Alors, donc moi, je vais vous parler d'un film dont qu'on a évoqué dans certains épisodes. Il s'agit d'un film français, donc de Coup de tête, et c'est le deuxième film de Jean-Jacques Hano, qui est sorti en 1979. Alors, ce film, et notamment son scénario, est issu d'une collaboration entre Jean-Jacques Hano et Francis Weber. Forcément, Francis à la plume, c'est une énième occasion pour lui de raconter les aventures et mésaventures de son personnage fétiche, François Perrin. Le fameux. Et pour endosser ce rôle, Jean-Jacques Hano voulait un acteur un peu torturé, franchouillard, qui reflèterait bien les Frances rurales et ouvrières qui ne jurent que par le foot. Alors malgré la pression de la production pour choisir Gérard Depardieu dans un premier temps, le réalisateur de La Guerre du Feu ou Le Nom de la Rose, entre autres, va jeter son dévolu sur le aujourd'hui très regretté Patrick Devers. Alors grand bien lui a pris, car dans le film, Devers est une fois de plus époustouflant. Voilà, il porte littéralement le film. Sa prestation, d'ailleurs, apporte un aspect grinçant et touchant à un scénario weberien qui tourne davantage autour de la bonne comédie franchouillarde, voire au vaudeville, quoi. Bon, ça, c'est propre à Weber, de toute manière. Oui. Et alors, malgré cela, le film a une tournure très sociale, et surtout apparaît comme une véritable satire, même une fronde de l'hypocrisie, de l'opportunisme et des retournements de veste fréquents que l'on peut voir encore aujourd'hui dans le monde du supporterisme, et vous l'avez compris, dans le foot principalement. Donc pour résumer le film, en gros, François Perrin, c'est un joueur remplaçant du FC Trinquant, petit club d'une ville de province. Alors c'est inspiré de Guingamp et de son parcours en Coupe de France à l'époque. On a avant Guingamp, ouais. Voilà. Et une équipe appartenant à l'équipe locale dans laquelle François... Oui, pardon, excuse-moi. Un peu comme Peugeot avec Sochaux, avec voilà. Sochaux, donc une équipe qui appartient à l'usine locale, dans laquelle François bosse également. Donc vie tranquille et banale d'un ouvrier qui joue au foot dans son village. Voilà, donc pas de quoi faire un film, tu me diras. Mais bon, cette tranquillité va littéralement s'effondrer quand notre héros bouscule à l'entraînement, de manière licite et sans gravité, je précise, le joueur vedette de l'équipe, Berthier. Alors, blessé dans son orgueil, Berthier va pousser Perrin dans une véritable descente aux enfers. Et c'est rien de le dire. D'abord viré du club, puis de l'usine, Perrin va devenir littéralement le paria de la ville, critiqué, hué, sali. Il va même être banni du bistrot local et prendre la décision, un peu forcée d'ailleurs donc, de quitter la ville. Et comme si ça suffisait pas, le complot du joueur vedette, donc Berthier, va aller bien plus loin. Perrin sera accusé à tort d'un viol sur une femme que Berthier a lui-même commis. Du coup, direction l'atoll, et toute la populace de Trinquant se réjouit d'avoir eu la tête du bouc émissaire idéal. Sauf que, coup du sort, lors d'un déplacement, le minibus des joueurs se retrouve dans le fossé et certains d'entre eux se retrouvent alors blessés. À quelques jours d'un match historique en 8e de la Coupe de France, c'est la guigne. Voilà. Donc quel joueur, du coup, pour compléter l'équipe et faire bonne figure, vous l'avez deviné, François Perrin ferait l'affaire. Il est donc autorisé de quitter la prison, juste pour le match, et devra y revenir le soir. Et la vengeance de François sera terrible. Alors il répond d'abord sur le terrain, évidemment, en marquant un doublé qui envoie le club de Trinquant en quart de finale.
Et à partir de là, le paria devient un héros local, tout le monde le kiffe, l'adule, veut sa signature, sa photo, c'est la star du village, quoi. Le côté retournement de veste. Voilà, exactement, complètement. Et alors, il gagne même son bon de sortie de prison grâce à ça, hein. Il va même vouloir y rester, mais non, il va littéralement être foutu à la porte de la prison, quoi. Et va enfin pouvoir régler ses comptes avec Berthier et ceux qui l'ont poussé au bagne. Alors, j'en ai beaucoup dit, mais je vous laisserai découvrir avec quelle froideur François Perrin va servir sa vengeance, notamment dans une scène mythique du repas avec ses détracteurs, où ça tire à balles réelles en mode festen, tu vois. Oui, faut pas la rater, celle-là, c'est clair. Ouais. Et alors, bon, au-delà de vouloir montrer du foot, parce que bon, il n'y a qu'un match dans le film qui est plutôt, oui, au final, c'est rien. Voilà, qui est plutôt bien filmé, hein, d'ailleurs. Oui, pour l'époque. Avec une doublure, hein, je précise, pour Patrick Devers, car techniquement, paraît-il, il était pas crédible, balle au pied. Voilà, donc plutôt que de lui offrir des entraînements et qu'il devienne... Depardieu aurait été mieux. Bon, ça on sait pas. Donc Hano cherche clairement à montrer et même dénoncer ce qui gravite autour du ballon rond, même au plus petit niveau. Donc pour l'anecdote, les plans du 8e de finale ont été tournés à la mi-temps d'un vrai match de l'AJ Auxerre, au stade de la Baie des Champs. Et bon, alors pour ça, forcément, ça fait économiser le salaire des figurants et ça fait plus vrai en plus. Ouais, hein. D'ailleurs, les joueurs, hormis Berthier et Perrin, sont de véritables joueurs de l'AJ Auxerre de l'époque, qui jouaient en D2 et qui étaient déjà entraînés par un certain Giroud. Et ce même Giroud apparaît au générique de fin en tant que conseiller technique et sportif. Qui de mieux pour conseiller sur le foot et les valeurs de notre bonne France rurale que ce cher Giroud. Donc ça lui a d'ailleurs porté chance, hein, puisque cette même année, la J Auxerre ira jusqu'en finale de la Coupe de France, et les joueurs reprendront même le chant du FC Trinquant après chaque victoire à cette époque. Ah, trop bien. Ouais. Voilà. Donc coup de tête porte donc bien son nom, car il allonge au sol, à la manière d'un Zidane sur Materazzi, ce supporterisme qui tourne au gré du vent, quoi. Bon alors, la tactique elle est simple, hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez. Alors Fabien, tu vas maintenant ajouter une petite touche féminine à notre sélection. Oui, tout à fait. Et puis un film plus récent, parce que de 2023, c'est Marinette, donc un biopic de Virginie Verrier. Et alors en fait, je vais commencer justement par Virginie Verrier, la réalisatrice, parce que alors, maintenant qu'on a quelques épisodes au compteur, est-ce que tu saurais me dire combien de films de sport ont été réalisés par des femmes? Non, franchement non. Ouais, alors j'ai checké un peu rapidement, et pour le moment, aucun. Ouais. Et attention, hein, c'est pas un tri de notre part. Non, on précise. Voilà. Mais en y réfléchissant, le dernier que j'ai vu, c'est Levante, qui est sorti là en 2024, de Lila Ala, et c'était il y a quelques mois, sur et on en parlera sur le volleyball, tout à fait, en brésilien. Alors on sait que les femmes réalisatrices, elles sont trop rares en général, et c'est quelque chose qui semble évoluer, enfin en tout cas on l'espère, mais alors celles qui se sont attaquées au sport, c'est encore plus. Tout comme le sport féminin, et d'autant plus le foot féminin. De la même manière, exactement. Et encore même la maintenant, même chose. Peine à trouver public, quoi. Exactement. Alors, on va pas analyser ici toutes les raisons qui amènent à ce triste constat, hein, d'autres le font mieux que nous, mais je trouve intéressant le parallèle avec le personnage donc de Marinette Pichon, avec la réalisatrice qui dépeint dans ce film. Alors, c'est une joueuse qui est tellement méconnue au vu de son parcours et de son palmarès que, bon, franchement, on se demande comment il n'y avait pas eu de film avant, quoi. Et donc, ce film, alors, il aborde forcément de nombreux sujets sociétaux, quoi. Alors, le sexisme, la violence conjugale, les préjugés sociaux, l'homophobie, etc. Et c'est ce qui fait à la fois, alors, sa richesse, mais aussi son défaut, parce que, bon, alors, le bon côté, c'est que les gros clichés qui auraient pu en résulter ont été bien évités, mais le mauvais, c'est que ça a tendance à se perdre un petit peu au milieu de tous ces sujets, et puis peut-être un peu pas trop aidé par un montage qui est un peu long des fois dans le film. Et c'est pas propre uniquement à ce film d'ailleurs, hein. On a vu que le sport, ça arrive souvent. Ça pouvait être vite mis en retrait par rapport à un côté sociétal. Exactement, et c'est le cas là, en fait, c'est parce que la vie personnelle de Marinette Pichon, elle est bien plus mise en avant que sa carrière sportive au film. Donc les scènes de sport, les réussites individuelles ou collectives, les entraînements et autres, ils sont un peu passés rapidement. Et au final, l'exploit sportif, il est au second plan, quoi. Ouais. Tout semble un peu trop simple pour Marinette par rapport à ce qu'elle endure. Et alors sans douter du talent de la joueuse à la base, ça ne semble pas lui rendre hommage à son travail et à l'exigence du haut niveau. Voilà. Alors, une mention spéciale à Garance Marillier, qu'on a vu dans Grave ou Titane, qui est toujours aussi forte, moi je trouve, et qui a eu le courage de faire toutes les scènes de foot. Alors, même si des fois, les amateurs de foot, on s'en aperçoit un petit peu, et voilà, ça expliquait un peu ce qu'on disait juste avant sur les scènes de sport. Mais en résumé, c'est un bon biopic d'une histoire qui méritait d'être présentée au grand public, et qui est plutôt bien maîtrisée quand on connaît les difficultés de cet exercice, quoi. Clairement, ouais.
On remonte maintenant le temps avec un film à la tournure plus historique. Oui, effectivement, avec donc À nous la victoire, un film de 1981 de John Huston, à qui on doit entre autres les chefs-d'œuvre Le Faucon Maltais et L'homme qui voulut être roi. Ouais, tout à fait. Alors, dans ce film, il y a l'affiche Sylvester Stallone, tout juste révélé par ses rôles dans Rocky 1 et 2, Michael Caine, qu'on ne présente plus, et d'anciennes gloires de foot, et pas des moindres, vous verrez. Donc ce film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc film historique, dans le camp de prisonniers de Gensdorf. Dans ce camp, les prisonniers alliés tuent le temps en jouant au foot. Et tout cela se passe sous les yeux des soldats allemands qui les surveillent, et plus particulièrement d'un major de la Wehrmacht, ancien joueur international allemand. Voyant tout ça, et sûrement pris d'une certaine nostalgie de sa carrière d'avant la guerre, une idée va germer dans la tête de ce dernier, faire jouer l'équipe de prisonniers contre une sélection de soldats allemands. Alors, bien évidemment, le but étant aussi d'alimenter la propagande allemande. Toujours, oui. Voilà. On fait pas ça pour faire plaisir aux prisonniers. Ouais. Donc, au départ réticent, le capitaine Joel Colby, ancien joueur de West Ham United, donc c'est Michael Caine dans le film, et entraîneur de l'équipe de prisonniers, va finir par accepter à la condition que ses joueurs bénéficient d'un traitement de faveur et que sa sélection soit composée de meilleurs joueurs de tous les camps de prisonniers. Bon, il veut pas se prendre une branlée non plus. Donc, j'imagine. Donc ce qui fait pencher la balance pour que les prisonniers acceptent, c'est que ce match sera un prétexte pour un plan d'évasion construit autour de Robert Hatch, donc joué par Stallone, un capitaine américain qui est aidé par la résistance française. Là où c'est réaliste, c'est que Robert Hatch est un Américain, donc, et qu'il pipe rien au foot. Oui. Voilà. Un peu comme Stallone à l'époque, qui a dû sûrement découvrir le foot pour ce film. Voilà. Et comme il y connaît rien, j'imagine qu'ils l'ont mis au cage. Voilà, oui, exactement. Donc il va endosser le maillot du gardien de l'équipe. Et en plus, bon, ça lui évite une longue formation sur la règle du hors-jeu qui aurait sûrement pris plus longtemps que la guerre elle-même. Décidément, d'ailleurs, Stallone aime beaucoup porter des gants à l'écran. C'est bien vrai. Voilà. Alors, À nous la victoire n'a pas eu le succès attendu à sa sortie, malgré un casting, vous l'avez compris, et un réalisateur plutôt prometteur, et des critiques plutôt bonnes finalement à sa sortie. D'accord. Le casting est d'ailleurs international, avec des acteurs anglais, des Suédois, qui jouent les Allemands, des Français aussi, et des acteurs américains. Donc. Et je vous parlais notamment de la participation d'anciennes gloires du foot qui jouent un rôle dans le film et donc dans l'équipe. Alors, je vais pas tous vous les citer parce que je vous avoue que moi je les connaissais pas, sauf un, je vais vous en citer qu'un seul qui va évidemment parler à tout le monde. Edson Arantes do Nascimento. Non, ça parle à personne. Bon, ok. Alors je vais utiliser son nom de footballeur. Oui. Si je dis Pelé. Ouais, ça va, là, ça parle. C'est bon. Alors c'est bon, je crois que tout le monde l'a cette fois. Oui, le roi Pelé himself joue bien dans le film aux côtés de Caine et Stallone. Donc un petit trio sympa. Vous vous doutez qu'on lui demande pas de faire des envolées lyriques et qu'on limite au maximum ses lignes de dialogue. On va juste lui demander de jouer au foot et c'est déjà très bien puisqu'on sait que voilà, il était pas trop mauvais. Et pas au cage quoi. D'ailleurs, pour le match de foot, dans le film, on sent malheureusement que c'est un Américain qui a la réalisation aussi. Tout John Huston qu'il est. En effet, on remarque assez facilement que lui-même ne connaît pas grand-chose au soccer, avec quelques moments un peu risibles pour ceux qui ont déjà tapé dans un ballon rond, autrement dit à peu près tout le reste du monde. Oui, c'est ça. Le foot d'ailleurs ne ressort finalement qu'en toile de fond à cette histoire d'évasion, car le film tourne essentiellement autour de ce projet justement. Oui. Et encore, le match entre Allemands et prisonniers, alors qui se passe au mythique stade Yves du Manoir à Colombes, dans lesquels d'ailleurs vont se tenir au JO les rencontres de hockey sur gazon. Ouais. Il tient une place plutôt raisonnable dans le film. On a une grosse vingtaine de minutes entrecoupées de scènes parallèles, et la manière de le filmer est plutôt dynamique et réussie, avec de belles actions, de la rugosité, vous vous en doutez, des attentats et des tacles à la gorge dont on a le secret outre-Rhin. Bastiston, on pense encore à toi. On veut toujours, ouais. Et si vous pensez encore que le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, je vous laisse vous mettre du baume au cœur en regardant avec plaisir ce film un peu injustement oublié. Je peux vous garantir que je vais faire bouger les choses pour le foot féminin français. Ça veut dire qu'on aura le statut de joueuse professionnelle comme les garçons. L'amateurisme, ça paie pas les factures. Et on pourra pioter au château ou... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Alors maintenant, changement total du traitement du football. C'est sûr. Avec une comédie qui avait fait le buzz à sa sortie, même si on disait pas ça à l'époque. Et qu'on le dit plus aujourd'hui. Ah bon Alors oui, je vais parler de Shaolin Soccer, de 2004, mine de rien déjà, oui. De Stephen Chow. Alors, le réalisateur hongkongais est très connu en Asie pour des comédies d'action absurdes, dans lesquelles il joue dans un premier temps, et puis après il se met à écrire dans la deuxième partie de sa carrière. D'accord. Alors, Shaolin Soccer, mine de rien, c'est son 5e film en tant que réalisateur, mais c'est le premier qui nous parvient en France et même une grande partie du monde, quoi.
Alors, un peu de contexte, si vous le découvrez aujourd'hui. On est au début des années 2000. On est en plein dans le phénomène de l'excellent Tigre et Dragon de Ang Lee, qui remet ce type de film au goût du jour, et notamment en Europe et aux États-Unis, quoi. Alors, il en faut pas plus à Shaw pour décider de parodier les thèmes, l'esthétique, mais surtout le surréalisme qui est évoqué dans ce film. Complètement. Et aussi dans ceux de John Woo, qui cartonnent au même moment. Alors, un autre warning, on cherche pas de scénario ici. En gros, c'est des moines Shaolin qui montent une équipe de foot. Les motivations et les détails, ça nous intéresse pas, quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin de prétexte pour se faire plaisir en collant les techniques et les acrobaties du kung-fu au football. Alors ça pousse même le bouchon de plus en plus loin à chaque scène, et parce qu'on est dans un film absurde, quoi. Complètement. Alors il y a aussi, ça va loin dans la référence, puisque forcément quand on le voit, on pense à l'animé Captain Tsubasa, ou Olive et Tom, pour les biberonnés au club Dorothée, en voyant alors des remontées de terrain interminables, des frappes combinées et des tirs de l'aigle. Mark Landers. Alors, ok, je te l'accorde, c'est pas un film de football à proprement parler, mais bon, finalement, vu le nombre de scènes de sport tout au long de ces presque 2 heures, ça dépasse de loin la plupart des films de sport qu'on évoque ici, en tout cas au niveau du timing, quoi. Voilà. Alors, les grands techniciens du 4-4-2, ils passeront bien sûr leur chemin, mais pour une bonne partie de rigolade, on fonce. Ouais. On finit de jouer à la baballe avec une comédie française qui a du chien. Oh oui. Et oui, puisque vous avez deviné, peut-être on va parler de Didier, film de 1997, qui est le premier film d'Alain Chabat à la réalisation, et qui lui aura tout de même permis d'obtenir le César du meilleur premier film. Alors là, on est sur un film culte, je vais pas m'étaler sur l'histoire, puisque je pense que tout le monde la connaît sûrement, mais bon, petit rappel quand même. Alors Jean-Pierre Costa, joué par le regretté Jean-Pierre Bacri, est un agent de foot chargé de garder le chien d'une amie, Didier. Pendant la nuit, ce brave labrador va, sans explication, et on s'en fout, c'est pas vraiment important, prendre l'apparence d'un homme, donc joué par Alain Chabat lui-même, et ça, je vous rappelle rien. Ouais. Alors Jean-Pierre a de gros problèmes avec un club, puisque ses poulains vedettes ne seront finalement pas dispo pour un grand match prévu contre le PSG. Du coup, pression du président du club. Pour la précision, c'est un club fictif et on connaît même pas le nom dans le film, il l'évoque même pas. Ouais. Voilà. Donc pression du président du club avec menaces mafieuses sur notre JP, sommé de trouver vite un remplaçant avant la rencontre. Et comme vous le savez, notre brave chien-chien s'avère avoir un messie dans chaque patte. Quelle aubaine pour Jean-Pierre, qui va de suite convaincre les dirigeants du club d'avoir trouvé la pépite. Didier va donc être sur la feuille du match pour rencontrer le PSG. Alors la scène du match a réellement été tournée au Parc des Princes, pour la précision. Alors Didier est présenté comme un joueur inconnu lituanien, rebaptisé pour le coup DJ Hazanavicius. Et oui, Chabat rend hommage à son grand ami réalisateur Michel Hazanavicius, à qui l'on doit notamment l'oscarisé The Artist ou la série des OSS 117, ou la classe américaine, bref, il y en a d'autres. D'ailleurs, Hazanavicius, le vrai, joue le rôle du joueur blessé, Fabrice, que le chien remplace, justement. Ça, je l'avais pas vu, tu vois. Alors je vais pas rentrer dans une analyse poussée de ce film, qui reste hilarant encore au 40e visionnage, tant le duo Chabat et Bacri crève l'écran. D'ailleurs, pour parler de la prestation grandiose de Chabat en chien, il faut savoir qu'il a fait un casting de malade pour trouver le Didier idéal. Il ne s'était pas mis de restrictions sur la race de chien, on aurait très bien pu avoir un chihuahua ou un dalmatien. Avec le ballon, ça aurait été dur. Il voulait juste le bon feeling, en fait. Et il l'a trouvé en la personne, si je puis dire, de ce beau labrador nommé Elliot en vrai. Et attention, Elliot, il paraît qu'il appartenait en plus à l'ancienne vedette du PSG et de la Seleção brésilienne, devenue ensuite entraîneur, Ricardo. Ah, c'est pas vrai, d'accord. Alors ça, j'étais un peu sur le cul. Mais d'accord, ok. Ouais. À partir de là, il va observer son comportement, ses mimiques, au chien, pas à Ricardo, ses attitudes, pour pouvoir s'en inspirer et mieux les reproduire à l'écran. Et avec quel brio, évidemment, ça match parfaitement. Chabat, il est à pleurer de rire en chien, il est touchant dans sa candeur canine, et on ne compte pas le nombre de scènes devenues cultes aujourd'hui. Autre petit clin d'œil d'ailleurs amusant présent dans la fin du film, l'attaquant vedette du PSG s'appelle Doberman. Voilà, donc un méchant chien allemand, quoi, tu vois, c'est bien le méchant. Donc comme tout film de Chabat qui se respecte, le casting est croustillant, avec de nombreuses apparitions. Dominique Farrugia et Chantal Lobby, forcément. Josiane Balasco, Dieudonné, excellent en consultant sportif, qui invente des termes footballistiques et bien d'autres, voilà. Donc ça, voilà, il y en a plein d'autres, je vous laisse peut-être découvrir ça si vous les avez pas vus jusqu'à maintenant. Je sais que certains, alors,
ont peut-être froncé les sourcils en se demandant si on pouvait vraiment considérer Didier comme un film de sport. Ouais, bon, on a discuté quand même. Ouais, mais finalement, on est d'accord avec Fabien pour dire que oui, on est carrément dedans sur un film de sport, avec un domaine du foot qui est omniprésent dans le film, même central, que ce soit dans les coulisses, avec ce système plein de magouilles et ces gens peu fréquentables, comme dans le sportif, finalement, avec des scènes de foot plutôt sympas à regarder. Pour les scènes de foot, d'ailleurs, Chabat a eu une doublure qu'il met en avant au crédit du générique de fin, et il utilisera également des effets numériques pour paraître divin, balle au pied, quoi. Les jongles. Voilà, les fameux jongles tout le long du terrain, quoi. Ouais. Alors, j'irai même plus loin en disant qu'au travers de son personnage à quatre pattes, Chabat dénonce un foot pourri, un business qui met finalement le réel plaisir du jeu au second plan. Car ce brave toutou, qui ne demande juste qu'à faire mumuse avec la baballe, nous rappelle qu'on oublie trop souvent et malheureusement que le foot, c'est avant tout un jeu. Kamel a choisi son nouveau gardien, c'est ce DJ Avazanisius. Semblerait. En tout cas, la prononciation exacte de son nom, je vous le rappelle, étant Kanaba Nistuk. C'est quoi comme origine, ça? C'est un labrador. Tout comme il traverse toutes les couches de la société et toutes les cultures depuis un peu plus d'un siècle, comme le cinéma d'ailleurs, tu remarqueras, le film de football prend tous les visages que le 7e art peut lui offrir. Même sans aimer la discipline, le spectateur y trouvera son compte. Alors biographie quasi-documentaire, drame social, comédie loufoque et même horreur. Alors d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à voir Goal of the Dead, un film de zombies footballeurs français, donc Cocorico, même si ce sera une autre recommandation que celle-là en fin d'épisode. Oui. Mais attention, parce que l'exercice n'est jamais simple, car s'il y a bien un sport que tout le monde a au moins entreaperçu en vrai ou dans son écran de télé, c'est bien celui-ci. C'est pourquoi il semble très difficile de bien filmer le foot, mais surtout de retranscrire ces émotions que l'on a tous vécues lors d'un match, d'une finale ou d'un barrage pour la relégation. Et les émotions qu'il génère sont tellement exacerbées qu'essayer de les porter à l'écran relève souvent du défi presque insurmontable. Cela explique sûrement pourquoi peu de films traitent du foot uniquement, que les réalisateurs cherchent toujours un axe qui permet de sortir un peu de la pure captation du sport, qui est souvent peu réussie. Et finalement, c'est logique, car comme l'a dit Bill Shankly, l'entraîneur légendaire de Liverpool dans les années 60 et 70, le foot, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. Oulala, alors que ça chicore, la chicorette là du côté du FCV là. Alors quelques minutes de bonheur en plus, comme disait l'autre, avec En tribune dans ton canapé, le coup de cœur de l'équipe du Ciné Sporting Club. Et alors je vais vous parler de Zidane, un portrait du 21e siècle, de Philippe Areno et Douglas Gordon. Alors, il s'agit ni d'un film, ni d'un documentaire, mais plutôt d'un ovni. Ah, c'est carrément un ovni. Voilà, alors c'est, pour ceux qui ne savent pas, donc il a été capturé en 2005 lors d'un match de Liga espagnole, d'ailleurs qui n'était pas fantastique, et qui opposait le Real de Zizou à Villarreal. Et c'est un film expérimental qui braque 17 caméras haute définition sur la légende française pendant tout le match, nous retranscrivant en temps réel ses moindres faits et gestes durant 90 minutes, quoi. Donc on peut un peu se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir d'aussi captivant qu'1h30 de gouttes de sueur qui perlent sur son front, de zoom sur ses crampons, d'appels de balles pour rien, de crachats aussi. D'accord. Bref, quand on y pense, il se passe pas grand-chose. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que je pourrais reprocher au film, c'est que c'est intéressant, c'est vrai, de filmer un sportif comme ça, sur 90 minutes, quoi. Ouais. Et mais c'est vrai que on se rend compte que le rythme du film, ça peut être long, quoi. Et je comprends, mais alors moi, je t'ai dit, ce film, il m'hypnotise à chaque fois que je tombe dessus, quoi. J'y peux rien. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'on s'aperçoit qu'un joueur de foot, ça touche pas souvent la balle dans un match. C'est vrai. Alors en tout, il faut savoir que les statistiques, c'est 45 secondes balle au pied en moyenne pour un match. Ouais, c'est rien du vraiment tout, peu, quoi. Ouais. Et que finalement, tout se joue ailleurs. Parce qu'au final, il s'agit d'un témoignage visuel unique d'un extraterrestre, quoi. Ouais, d'une expérience à transmettre aux générations à venir qui n'ont pas eu la chance de voir Zidane danser sur les terrains. Voilà, bon, c'est vrai qu'on l'aurait fait avec un joueur lambda. Ouais, c'est ça. Ça aurait été long de l'avoir sur Mexes. Là, c'est vrai que, comme tu dis, on est hypnotisé par le charisme de Zidane, quoi, sur le terrain. Même quoi. Quand il fait Même rien. Quand il fait rien. Voilà. Et c'est pour ça que je soupçonne les réalisateurs d'avoir tenté de le mettre sous une sorte de microscope, tu vois, pour essayer de comprendre comment tout ce charisme pouvait se cacher derrière tant de discrétion. Parce que c'est ça, Zidane. C'est vrai. Et juste pour finir, ce film, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, peut-être qu'il passe moins bien maintenant, parce que les retransmissions sportives, comme tu dis, les 17 caméras HD, on les a en direct. Oui, maintenant, en fait. C'est un peu le quotidien, quoi. Si on veut isoler une caméra sur un joueur, on le fait, en fait. C'est vrai qu'on le faisait pas tant que ça à l'époque. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un film à découvrir si vous l'avez pas fait, puisque c'est un ovni, quoi. Voilà. Jetez un œil, vous n'êtes pas obligé de faire les 90 minutes.
Cet épisode numéro 10 du Ciné Sporting Club touche à sa fin. Vous en avez l'habitude, on va se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, etc. pour que vous puissiez répondre à la question habituelle. Alors, on a besoin d'un peu d'imagination. Vous êtes le jury des Oscars du foot. À vous de décerner le prix de la meilleure réplique prononcée par un footballeur. Ah ouais. Et il y en a quelques-unes. Il y a de quoi faire. Merci à tous, et donc on se retrouve pour le prochain épisode qui traitera des films sur les Jeux Olympiques. Ah bon, bah je vois pas pourquoi, tiens. Ah, tu verras. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.